Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Alors, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité Jean-Michel Apathy. Bonjour. On vous invite, on est une émission média, on ne pouvait pas passer à côté de ce livre. T'es une merde frère, signé Hanouna. Enquête sur celui qui a créé la Trump télé française. C'est un livre qui est paru jeudi dernier chez Robert Laffont. Une enquête dans laquelle, il n'y a pas de révélation à proprement parler, ce que vous a reproché Cyril Hanouna d'ailleurs, mais c'est une enquête dans laquelle vous essayez de comprendre le phénomène Hanouna, d'analyser son succès d'une manière, puisque vous lui reconnaissez un certain talent, quand même. Ah, il a du talent, oui. Sinon il ne serait pas là où il est. Bien sûr qu'il a du talent. Il a de l'instinct, il a une maîtrise de l'antenne, il a une présence, un certain charisme. Bien sûr qu'il a du talent. Qu'est-ce qu'on fait de son talent? Est-ce que je peux juste me permettre d'ajouter quelque chose? C'est une maladie médiatique de penser que la prise de parole n'est légitimée que s'il y a des révélations. Parfois, quand on met sur une corde à linge des faits que tout le monde possède et qu'on essaie à la fois de rafraîchir la mémoire et de donner une unité à tout ce que nous avons sous les yeux, en soi, c'est une information. Oui, c'est ça. Vous mettez bout à bout dans des chapitres assez courts certain nombre de faits. On pourrait faire le reproche à beaucoup d'émissions également, pas simplement à Cyril Hanouna. Vous avez mis ce focus sur Cyril Hanouna. Beaucoup d'émissions. Les reproches que je fais à Cyril Hanouna, on pourrait les faire à d'autres. Écoutez, si vous me citez des émissions où on humilie, insulte et menace... La brosse à dents. La brosse à dents de Nagui, qui avait été, je ne sais pas si vous avez vu l'article du Nouvel Obs, qui s'appelait quand le service public joue à être potache. Ça avait été jusqu'à un moment un candidat qui devait reconnaître sa femme parmi des seins. Il y avait des femmes derrière. Je ne connais pas. Mais la télévision a toujours été, d'une certaine façon, on pourra en parler après, mais l'humiliation est un des ressorts de la télévision d'aujourd'hui. Vous l'avez dans Fort Boyard quand on vous met face à vos peurs. Vous l'avez. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand vous avez un animateur de télévision qui dit ferme-la. Personne ne veut travailler avec toi, tu es nul, tais-toi, tu n'y connais rien. Quand vous avez un animateur de télévision impérialiste sur un plateau de télévision, sur des sujets qui ne sont pas des sujets anodins, qui sont des sujets politiques, parce que ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que si au début TPMP ce n'était que de la télé, c'était le slogan de l'émission, assez vite, il en a le droit d'ailleurs, Cyril Hanouna s'est affranchi de l'analyse d'émissions de télévision pour en arriver à l'analyse des faits de société, des faits politiques, et il a pris des positions politiques. Et donc, quand il fait ce choix-là, qu'il parle de la justice en termes violents, qu'il met beaucoup de faits divers en scène, qu'il intervient comme un acteur de la politique, alors il change un peu de registre. Et il n'est plus seulement un animateur de télévision, mais menacé, insulté, je pense qu'on n'en avait pas eu beaucoup. Si l'humiliation est un ressort sur d'autres émissions, les insultes, c'est assez rare quand même. On va y revenir. T'es une mère de frère, c'est un peu exceptionnel. Oui, c'est ce qu'il vous a dit, c'est le titre. C'est lui qui vous a donné le titre. Puisque je souhaitais qu'il réponde à quelques questions, il m'a dit ton livre on s'en balèque, t'es une mère de frère. T'es une demeure. C'est une demeure, il vous a dit. Oui, voilà. Parce il est moderne, il parle jeune. Voilà. On va y revenir avec vous. Pour l'instant, c'est le zapping. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'instant zapping. On en parlait hier, Valérie, le procès de l'affaire Jubilard s'est ouvert hier à Albi avec le visage et les premiers mots de Cédric Jubilard qui a de nouveau crié son innocence. Alors, pas de scène de crime, pas de corps, mais de nombreux indices qui convergent vers Cédric Jubilard. Hier, France 2 en a dressé la liste. Les enquêteurs pointent chez Cédric Jubilard des comportements peu adaptés à la situation, à commencer par sa tenue. Lorsqu'ils se rendent à son domicile, il porte un pyjama de type panda avec la capuche à oreille et la queue. Des détails scrutés car un faisceau d'éléments semble accuser Cédric Jubilard. Son téléphone étrangement éteint le soir de la disparition. Une voisine qui affirme avoir entendu des cris. Des proches qui témoignent de menaces qu'il aurait proférées. La paire de lunettes de Delphine, retrouvée cassée dans le salon. Mais pas de corps, pas de traces ADN suspectes, ni d'aveu de Cédric Jubilard, sauf auprès de son ex-compagne qui affirme l'avoir entendu se vanter au parloir. Il m'a avoué avoir tué sa femme. Il m'a dit l'avoir étranglée chez eux, sur le canapé. Confession ou ultime provocation d'un homme narcissique, fanfaron, selon les mots de ses avocats.
Il rappelle qu'il n'a jamais été condamné pour des faits de violence et qu'il clame toujours son innocence. Ça intéresse le journaliste, j'imagine, cette affaire. Oui, bien sûr, parce que toutes les affaires énigmatiques excitent la curiosité. J'étais très frappé par les images d'hier. Voir Cédric Jubilard, c'est très fort hein, de le voir apparaître comme ça. Et il dit même à la vitre aussi avec son visage collé. Et il dit même à son avocat, c'est bête, j'ai souri à 2 reprises. L'étude de l'image, tout ça, et l'avocat lui dit, t'inquiète pas, il le tutoie. Ce sont des scènes, oui, c'est très fort. Et puis, bon, le fond du dossier, on ne peut condamner quelqu'un que tout de même si on a la certitude de la culpabilité, et pour l'instant, il y a des indices. C'est dur de rendre la justice. C'est difficile. Hein. Bon, je vais parler à l'homme du Sud. Oui, allons-y. Vous avez l'accent. Hier, tu sais, il y a beaucoup d'accents dans le Sud. Oui. Hein. Ah oui. Moi, j'ai l'accent du Sud-Ouest. Sud-Ouest. Eh ben, je vais parler au Sud-Ouest. Hier, chez votre meilleur ami ou ennemi, Cyril Hanouna, il recevait l'influenceur Jérém Star. Oui. Je pensais à ça, oui. Ça, c'est plutôt Sud-Est. Ça s'est passé à Nîmes. Oui, c'est très loin du Pays Basque, Nîmes. Qui a fait hier un coup de force durant une corrida qui lui a valu 48 heures de garde à vue. J'ai eu envie d'aller voir comment se passait une corrida, et je pense que beaucoup de gens d'ailleurs ignorent que oui, ça existe encore hein, dans des villes de France, notamment à Nîmes. Et donc franchement, ça a été insoutenable parce que voir des taureaux devant plus de 10 000 personnes dans une arène qui sont avides de sang, qui sont heureux qu'on poignarde un animal, et voir le cadavre de l'animal traîner par terre comme ça, en fait, j'ai littéralement pété les plombs, et j'avais prévu de faire cette action, mais je l'ai peut-être faite un peu plus vite que prévu, et j'ai décidé au moment du coup de grâce finale, lorsque le taureau est tué au sol, et que c'était un moment très important pour le torero, de troubler ce silence et cette gloire qu'on lui donne en faisant irruption et en brandissant donc une pancarte « Fuck la corrida ». Finalement, fuck quoi? Fuck ces reliques du Moyen-Âge, cette violence qui existe encore aujourd'hui. Je ne comprends pas comment il est possible de torturer en public des animaux avec des blaireaux dans une tribune qui applaudissent et qui se délectent de ça. Ce sont des blaireaux? Je pense que ça n'est pas une bonne manière d'entrer dans le débat, mais à part le mot blaireau, je partage tout à fait ce qu'il dit, c'est de la torture, bien sûr. Ceux qui sont adeptes de la corrida parlent de taureaux de combat, mais c'est pas les taureaux de combat, ce sont des taureaux sauvages, des taureaux qui n'ont jamais vu les hommes et qui sont mis un dimanche, mais ils ne savent pas du tout où ils sont, dans une arène. Donc ils se défendent. Et pour tuer le taureau, il faut le piquer, les banderilles. C'est une violence considérable. Bien sûr qu'il faut arrêter ce spectacle-là, et je soutiens, de ce point de vue, c'est une action spectaculaire qu'a fait Jérém Star pour tenter d'alerter les consciences, et c'est normal. Et les choses changent. Arrêter tout ça. Oui. Parce que dans les cirques, il n'y a plus d'animaux dans les cirques. C'était une chose inimaginable il y a quelques temps. Bien sûr, et maintenant, il n'y a plus d'animaux dans les cirques. Je crois que la corrida, il n'y a aucun argument pour la maintenir, autre que la tradition. Et c'est ce que vous dites, Valérie. On s'est affranchi de beaucoup de traditions. On s'affranchira de celle-là aussi. C'est un homme du Sud qui le dit. Oui, c'est étonnant. J'aurais cru le contraire. Houston, on a un petit problème. Houston, on a un problème. Cet été, Donald Trump a décidé de s'en prendre à la NASA. Alors, c'est une de ses cibles. Il lui a également demandé à la NASA donc de détruire 2 de ses satellites qui ne servent qu'à alimenter les chiffres pour le dérèglement climatique. Étonnant, non ? Donald Trump ordonne à la NASA de détruire 2 satellites importants. C'est le nouveau coup de force du président américain. Son souhait, désorbiter et détruire dans l'atmosphère le satellite indépendant OCO2 et mettre hors service son jumeau OCO3, fixé à la Station spatiale internationale. Ces 2 observatoires spatiaux de la NASA, spécialisés dans la surveillance planétaire du CO2, sont des appareils conçus pour anticiper le dérèglement climatique. Ils possèdent des données stockées d'une qualité exceptionnelle qui sont utilisé par les scientifiques du monde entier pour cartographier la répartition du dioxyde de carbone, analyser les effets sur la météo et les cultures agricoles, ou encore anticiper des crises alimentaires. Des datas inestimables issues des 2 satellites qui coûtent 15 millions de dollars par an d'entretien. Ce qui est évidemment rien du tout dans le budget de la NASA. Mais l'aspect anti-science de Donald Trump est épouvantable. On comprend, je pense qu'on commence à le voir, mais on n'analyse pas encore le phénomène. Ça n'est pas le premier mandat de Donald Trump, c'est le second mandat de Donald Trump. Et
il se libère en quelque sorte, il s'affranchit peut-être de beaucoup de barrières qui pouvaient exister dans son second mandat. Et son intervention violente dans le domaine des libertés, dans le domaine médical, dans le domaine spatial, dans tous les domaines, est marquée par quelque chose qui est un sectarisme absolu, une culture contre la science. Et voir l'Amérique qui représente quelque chose de formidable pour nous quand même, dériver de cette manière, c'est terrible. Mais est-ce que vous pensez que les Américains imaginaient ça en votant ? Je ne sais pas, je ne connais pas bien le débat américain, sa violence me surprend. Mais on voit aussi qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. Le Jimmy Kimmel, l'humoriste qui a été suspendu, revient ce soir à l'antenne. Oui, qui avait été suspendu pour des propos absolument. Chaîne Disney, mais du coup... Il y a eu un boycott de la chaîne Disney, des protestations, effectivement, absolument. Il revient. Et donc c'est aussi la vitalité de la société américaine. C'est peut-être la première fois depuis le mandat de Donald Trump qu'on remarque une forme de résistance. Et vous avez vu ces dernières déclarations sur le paracétamol, qui serait j'en ai fait tout à l'heure un coup de gueule ou d'interrogation sur certains propos, et en particulier cela, de dire que le paracétamol est lié à l'autisme. Aucune étude, aucune enquête ne fait le lien, et l'anti-science effectivement et l'anti-vaccin c'est une prise fait de des dégâts terribles sur le paracétamol qui s'accumule avec d'autres positions portées par le ministre de la Santé Kennedy, qui sont objectivement contre la science. Et il y a des manifestations de ceci en Europe, parce que toutes les personnes qui peuvent porter ce type de pensée sont encouragées. Et il y a notamment un débat très vif en Italie aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire droit à tous ces courants anti-vax, anti-science? C'est un peu effrayant quand même tout cela, donc il faut combattre, je crois. Et propagé par les réseaux sociaux plus que par la télé. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est pas déterminant. Je pense que c'est un moment... les démocraties sont fragilisées par cette violence de gouvernance. C'est pour ça que j'ai aussi voulu écrire le livre que j'ai écrit. Le trumpisme, nous ne sommes pas épargnés par cela. Les réseaux sociaux, c'est pas le plus important. C'est important, hein, les réseaux sociaux, c'est un relais considérable. Je discutais avec Thomas Huchon sur l'affaire Brigitte Macron. Il m'a expliqué qu'il y avait eu un nombre au départ, l'information sur est-elle un homme, etc. Il y avait quelques centaines de milliers. Et puis d'un seul coup, il y a eu plusieurs millions. Et c'est cette multiplication des tweets et de cette information sur les réseaux qui a donné cette l'ampleur à cette rumeur. Mais sans réseaux sociaux, je pense que nous serions confrontés au même courant d'opinion. Des démocraties qui sont dans l'échec, parce qu'on peut considérer que c'est compliqué, les démocraties, on met du temps à prendre des décisions, on a du mal à régler les problèmes. Je pense que les démocraties sont contestées parce qu'elles ne sont pas forcément performantes, parce que des problèmes sont mal gérés, pas gérés, ne trouvent pas de solution, et donc on privilégie des solutions de force. Je pense pas que les réseaux sociaux... Sans réseaux sociaux, est-ce que Donald Trump aurait existé? Je pense que oui. Je suis pas sûr. Et on termine. C'est un débat. Et on termine. Hier, sans le savoir, nouveau jour, le feuilleton de M6 a vécu son dernier jour. En effet, hier soir, M6 a annoncé la fin de la diffusion linéaire de son feuilleton, qui n'a jamais en fait trouvé son public, malgré un casting haut de gamme. Alors M6 compte bien aller sur la fin de l'histoire, de la boucler. Vous pourrez la voir sur M6+, donc en non linéaire, et vous entendrez plus donc le générique de Oshi. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me suis transformé, les jamais en toujours. Voilà. On explique que c'est à cause du nombre important de feuilletons que ça n'a pas trouvé sa place. Ils étaient déjà là avant de créer la série. C'est sûr. On se retrouve dans un instant avec Jean-Michel Apathy. T'es une merde, frère, signé Hanouna. C'est un SMS que vous avez reçu de sa part quand vous avez voulu l'interroger pour ce livre qui raconte ce qu'est Cyril Hanouna. Qui est Cyril Hanouna? C'est paru chez Robert Laffont. On en parle dans un instant. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. On a commencé le débat avec Jean-Michel Apathy qui publie T'es une merde, frère, signé Hanouna, enquête sur celui qui a créé la Trump Télé à la française. Certains pourraient vous dire que c'est une vengeance, peut-être, parce que vous êtes dans l'émission concurrente, parce qu'il vous a attaqué sur votre physique, sur votre âge. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous? Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous le dites un peu dans la préface, mais pour nos auditeurs qui comprennent, pourquoi avoir voulu écrire un livre sur cet animateur-là en particulier?
Je connaissais Cyril Hanouna, les polémiques qui avaient été déclenchées dans son émission, mais ce qui m'a vraiment alarmé, ce qui a tout changé pour moi, c'est un commentaire qu'il fait lors d'un fait divers, une jeune fille de 12 ans qui est assassinée par une jeune femme de 20 ans, algérienne au QTF. Et le soir, Cyril Hanouna a un propos sur la justice qui est un propos barbare. Pas de procès pour des gens comme ça. Condamnation à perpétuité, pas d'avocat. Une démocratie, une civilisation reconnaît à toute personne, quel que soit son acte, le droit d'être défendu, pour que ses droits soient respectés et pour que la sanction soit indiscutable. Et se prononcer comme Cyril Hanouna l'a fait, intervenir dans un débat où il y a beaucoup d'émotions, avec cette violence, m'a paru tellement insupportable que depuis ce jour-là, je l'ai regardé différemment. Je n'ai pas conçu ce jour-là le projet du livre, mais c'est bien là que le projet du livre s'est enraciné. On ne peut pas dire n'importe quoi quand on a l'audience qu'a Cyril Hanouna. Mais il est regardé, justement. Ah, bien sûr. Il fait de l'audience. C'est le meilleur démarrage, nous disait le Parisien ce week-end. Mais vous savez, le succès a parfois couronné des entreprises très contestables. J'ai manqué de ressources, mais je ne l'avais pas entendu quand quelqu'un m'a dit, mais vous savez, le jour où vous vendrez autant de livres que Philippe de Villiers, vous pourrez parler. J'ai en tête un succès littéraire formidable. C'est ancien, hein, mais... Vous savez, l'humanité est toujours la même. Hein. À la fin du 19e siècle, Édouard Drummond écrit La France juive. Il vend 2 millions d'exemplaires. Il y a 20 traductions dans le monde. Et c'est à partir de là qu'il va créer, en 1892, un journal qui s'appelle La Libre Parole. Et ce journal, La Libre Parole, va être le vecteur du pire antisémitisme qu'ait connu la France. Donc ça a eu le succès, peut couronner des vraies saloperies. Mais est-ce que à travers Cyril Hanouna, vous voulez vous attaquer à Bolloré, à l'extrême droite ? Pas du tout. Oh, je ne veux pas m'attaquer à Bolloré, vous savez, j'ai des petits bras, hein, donc m'attaquer à Bolloré, ce serait un peu Don Quichotte contre les moulins à vent, donc non, ça n'est pas ce que je veux faire. Cyril Hanouna a formulé le projet de transvaser sa popularité de la télévision, acquise grâce à son talent, on ne discute pas le talent, sur la scène politique. Et jusqu'à imaginer pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Peut-être le sera-t-il un jour. Ça, c'est une dérive populiste de la démocratie. Voilà à quoi je m'attends. Et Coluche, à l'époque voilà. Coluche, à l'époque. Mais Coluche, d'abord, il n'a pas été candidat. 2, non. Lui non plus. Comment ? Lui non plus, il non, s'est jamais présenté. Coluche, il est mort, hein, donc Coluche, il n'a pas été candidat. On est sûr qu'il ne sera pas candidat, Coluche. Non. Cyril Hanouna, on ne le sait pas. Et donc ça vous gêne que des gens votent pour lui ? Mais c'est pas que ça me gêne. Mais, attendez... Comment vous dire ça ? C'est légal. S'il a envie d'être candidat, il peut bien être candidat. Mais moi, j'ai le droit de regarder sur quelle base il est, quelle valeur il véhicule. Et j'ai le droit, à un moment, de noter la contradiction qu'il y a entre les valeurs que promeut la société, le respect, l'écoute de l'autre, et quelqu'un qui humilie, insulte et menace. C'est assez contradictoire avec ce qu'enseigne la société. Vous trouvez que dans l'Assemblée nationale, il y a du respect et de l'écoute ? Non, je vous parle de Cyril Hanouna. Je ne vous parle pas de l'Assemblée nationale. Quand Ségolène Royal accepte d'être payée par Cyril Hanouna, elle l'accepte quelques mois après que Cyril Hanouna ait insulté Anne Hidalgo. L'insulte, par exemple, Ségolène Royal, toute sa vie politique, elle en a essuyé. Elle en a souffert. Et elle accepte d'être payée par quelqu'un qui insulte. Si ces contradictions-là, on ne les observe pas, on ne les analyse pas, et on n'essaie pas de les mettre un peu à distance, stoppons le journalisme. Parce que le journalisme, c'est quand même le regard sur ces contradictions-là. Et Vincent Bolloré, puisque vous en parliez, devant une commission d'enquête parlementaire, dit qu'il défend, et c'est assez beau, les valeurs chrétiennes. L'amour du prochain. Et il soutient Hanouna. C'est lui qui a une contradiction, c'est pas moi. C'est lui qui en a une. On peut poser les questions. Et je note que quand on formule ces questions-là, quand on aborde ces gens-là pour leur poser les questions, ils vous ferment tous la porte. Oui, vous racontez dans le livre que ça a été une enquête difficile. C'est-à-dire que vous avez été étonné qu'on ne vous réponde pas ou qu'on vous réponde à côté. Bien sûr. Les dirigeants de Canal aux abonnés absents. Les dirigeants de H2O et de Banijé qui produisent Cyril Hanouna aux abonnés absents. Les dirigeants d'M6 aux abonnés absents. Ce que dit le patron d'M6, David Larramendi, quand il embauche Cyril Hanouna est intéressant. Il dit, il a fait des choses inacceptables sur TPMP. Lesquelles ? Du point de vue de David Larramendi, on a envie de savoir comment peut-on embaucher quelqu'un qui dit
Lui, je l'embauche, il a fait des choses inacceptables. C'est quand même incroyable, ça. On a envie de parler avec ces gens-là. Parce que David Larramendi donne de l'espace à Cyril Hanouna. Et il l'embauche en se pinçant tellement le nez qu'il dit « Ah mais attention, hein, je l'embauche dans mon groupe, mais il ne mettra jamais les pieds à RTL, à M6. » Ben dis donc, ils sont camembert, Cyril Hanouna. C'est David Larramendi qui le suggère. Donc pour un journaliste, il y a quand même un champ d'interrogation. Vous me demandiez si le procès de Cédric Jubilard m'intéressait. Oui, parce qu'il y a des questions qui sont posées. Eh ben là, c'est pareil. Et ces questions-là, on n'a pas toujours les réponses, parce que dans une démocratie, les gens vous disent « Allez vous faire voir ». Mais vous savez pourquoi il l'a embauché ? Pour faire du fric, oui. Ben voilà. De l'audience. Et ça marche. Mais ça se questionne quand même. Et sur quelle valeur ? Quelle valeur on fait de l'argent ? Il s'est dit, je vais faire une autre émission, une émission différente que celle qui était sur CNews. Sur quelle valeur on fait de l'argent ? C'est quand même... On peut pas questionner tout ça. Il faut laisser passer tout ça. Ça ne suscite aucune curiosité. Écoutez, quand même. Il est particulier, Hanouna. Il est l'expression de quelque chose unique de l'époque. Oui, qui dit sûr. Quelque chose de l'époque. C'est ce que vous dites dans le livre. Hein. Il est unique, d'abord, parce qu'aucun animateur de télévision ne se comporte comme ça. Les insultes, je crois que c'est unique. L'humiliation, à ce niveau-là, je pense que c'est unique. Il y a des scènes qui sont quand même stupéfiantes. Et puis... Alors, quand Gilles vous dit qu'ils sont volontaires, que finalement ils restent, ils sont humiliés, comme vous le dites, si vous le dites, mais ils restent. Géraldine Maillet, elle reste, ils sont tous restés. Géraldine Maillet est un cas très intéressant, je trouve. Je trouve que c'est une femme très intelligente. Oui. Et elle reste. Mais elle dit ce qu'elle pense aussi. On la voit, elle dit ce qu'elle pense quand elle peut. On la voit, je cite une scène qui se passe le 30 mars 2022. Elle a le visage tellement contracté par l'humiliation qu'elle subit de la part de Cyril Hanouna, sous le regard de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Elle prend sa trousse. Ça, il y a des gestes qui disent le malaise de l'individu. Elle prend sa trousse, elle dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Alors elle reste. Mais quel malaise est diffusé, quel intérêt de fabriquer des images comme ça. Qu'est-ce qu'on apporte au téléspectateur ? Quel sentiment du téléspectateur flatte-t-on ? Ce sont des questions qui sont posées, voilà. Et je pense que on peut être en désaccord sur les réponses, mais les questions demeurent. Les gens sont humiliés et restent. Quelle image renvoient-ils ? Quelle image fabriquent-ils ? Est-ce qu'eux se sentent humiliés ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont répondu sur ce sentiment d'humiliation ? On a évoqué Jordan Deluxe sur la fameuse séquence des cheveux. Lui dit qu'il ne s'est pas senti humilié. Je regrette de ne pas avoir eu le privilège d'un dialogue avec Jordan Deluxe ou avec Géraldine Maillet. Mais s'ils ne se sont pas sentis humiliés, l'image qu'ils ont diffusée est quand même celle de l'humiliation. Oui, il faut regarder. Mais regardez la ferme célébrité, sortez-moi de là. Je suis une célébrité. Vous ne pouvez pas comparer la ferme célébrité. Mais c'est la même chose. Ils le font pour l'argent. Et il veut être candidat, le patron. Il veut être candidat, celui qui fait la ferme célébrité à l'élection présidentielle. C'est ça. En fait. C'est pas la même chose. Comment ? Ce qui vous gêne, c'est qu'il puisse être président. Ce qui me gêne, il n'y a rien qui me gêne, ce que je constate, c'est qu'il veut transvaser une popularité fabriquée à la télévision sur la scène politique. À ce moment-là, le journaliste politique peut bien poser des questions. D'autant qu'il y a un précédent au transvasement de la popularité télévisée à la scène politique. Vous savez à qui je pense ? Oui, vous voyez à Trump. Oui, d'accord. Donc on peut bien poser des questions. Parce que les questions que vous posez, ce qui vous gêne, c'est cette popularité qui vous emmène. Vous essayez de délégitimer mon travail. Vous avez le droit. Hein. Oui. Vous essayez de délégitimer mon travail en scrutant ma gêne. Mais je n'ai pas de gêne. Je pose des questions quand je regarde la scène politique. Le populisme est un problème dans toutes les démocraties. Est-ce que nous sommes, avec Cyril Hanouna, face à un populisme comme les Américains l'ont été face à Donald Trump ? Je le crois. Donc, j'interroge. Mais est-ce que c'est lui a accordé beaucoup d'importance ? Je n'interdis rien. Ah non, je ne pense pas. Non. Vous pensez je pense pas. Je pense que le temps que Bruno Retailleau passe avec Cyril Hanouna, le temps que Laurent Wauquiez passe avec Cyril Hanouna, les mots sympathiques de la ministre de la Culture à l'égard de Cyril Hanouna, Rachida Dati dit de Cyril Hanouna, il a du talent.
Mais Madame la ministre, il insulte les gens aussi, c'est pas un petit problème ça. Le temps que toutes ces personnes-là passent avec Cyril Hanouna montre que de ma part, il n'y a pas d'exagération à lui consacrer un livre. Je devrais lui en consacrer 2 ou 3 ou 4. T'es une mère de frères, signé Hanouna, enquête sur celui qui a créé la Trump Télé française. C'est paru chez Robert Laffont. Jean-Michel Apathy, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Pour votre invitation. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.